Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir nombreux, de nous suivre tous les jeudis sur Renouveau TV, synchronisé avec la radio Renouveau FM. Merci vraiment pour cette fidélité. Reconnu pour être un fin communicateur doublé de sa maîtrise des rouages de la diplomatie et les enjeux de ce monde nouveau, notre invité du jour a occupé ici au Mali plusieurs départements ministériels stratégiques et de souveraineté, parmi lesquels on peut citer les affaires étrangères, la défense, les affaires foncières et l'administration territoriale. En outre, après les Comores, où il a été l'envoyé spécial de l'OIF, notre invité du jour a conduit récemment une mission d'information et de contact de l'OIF en Guinée. Vous l'aurez certainement compris, nous recevons ici aujourd'hui pour vous M. Tchema Hubert Coulibaly, président de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD, non moins président du nouveau pôle politique dénommé Alliance pour la République et le Progrès, ARP. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous ce soir, il sera question surtout des jeux et les enjeux qui ont entouré les dernières élections législatives. Et en tout cas, je réitère en tout cas nos remerciements pour d'avoir accepté cette invitation. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter la composition du jury de ce soir, qui est naturellement composée de M. Abdraman Keïta, directeur de publication du journal L'Été. Oui, mais vous êtes un habitué, vous êtes la seule constante sur ce plateau. Nous autres, nous sommes des variables, donc comme ça, vous êtes la constance. Et notre troisième membre du jury, elle est une dame, Célia Dalmeida, qui est journaliste indépendante. Elle va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Abdraman, avant d'ouvrir en tout cas les échanges avec notre invité, est-ce que vous avez un avant-propos en termes, en tout cas, de ce que vous attendez de l'invité de ce soir? Aucun avant-propos. J'attends de l'invité tout comme de tout n'importe quel invité. Et, en tant que repère de la classe politique, de nous édifier sur l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Okay. Il est quand même un œil, une voix prépondérante, une voix qui compte parmi tant d'autres. Et vraiment, nous sommes très heureux et très ravis de l'avoir ici comme invité ce soir pour nous édifier et nous éclairer. Monsieur le Président, nous l'avons rappelé, votre parcours est assez éloquent en la matière. Vous êtes ou vous avez été quand même un des piliers les plus importants de la gestion de ce régime actuel. À l'ère du bilan, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de la gouvernance actuelle? De façon générale. Vous êtes déjà au bilan. Il reste encore 3 ans de mandat. Oui, mais si on devait se prêter à cet exercice. On n'est pas encore au bilan, mais il est possible de faire des analyses sectorielles pour essayer de savoir si dans tel ou tel autre domaine des objectifs ont été atteints. Moi, je vous dis que lors du premier quinquennat, il y a quand même certains objectifs économiques extrêmement importants qui ont été atteints en termes de production agricole. Il y a des objectifs techniques qui ont été atteints en termes d'amélioration de la gestion et de la pratique même des finances publiques. Il y a des objectifs institutionnels qui ont été engagés, qui ont occasionné un certain nombre de difficultés parce que simplement le contexte politique dans notre pays est encore très difficile. Mais au total, je sais qu'à l'issue du premier mandat, du premier quinquennat du président Keïta, nous avions pu enregistrer en termes de résultats économiques un certain nombre d'items dont nous pouvions être fiers. Après, vous savez, l'objectif principal est le retour de la paix
L'objectif principal est la restauration de l'unité de notre pays. C'est la priorité. Nous avons pu préserver son intégrité territoriale. Nous avons pu atteindre la signature d'un accord pour la paix et la réconciliation qui a permis que les Maliens arrivent à se parler d'abord avec des facilitateurs, puis directement. Les partis maliennes ont pu se parler directement, sans intermédiaire, et ont pris des décisions ensemble. Et c'est important. Aujourd'hui, la paix n'est pas totalement revenue, parce qu'on a vu la rechute dans le centre du pays. On a vu un certain nombre de phénomènes sociaux se développer en raison du contexte d'insécurité et de déstabilisation qui a gagné un certain nombre de régions du centre. Mais si vous voulez, nous pourrions en parler un peu plus en avant. Mais au total, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Donc quand vous marchez, vous relevez la tête en disant effectivement j'ai participé à la constitution de ce bilan que vous présentez positif à la limite. Encore une fois, nous ne sommes pas à l'heure du bilan. Vous rasez le mur. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne rasons pas du tout les murs. Moi, je ne les rase pas du tout. Pourquoi? Mais nous avons conscience des difficultés. Des grandes difficultés. D'accord. Et notre troisième juré vient de nous rejoindre. Monsieur le Président, vous avez le droit de la récuser ou pas? En tout cas, c'est loisir vous revient. Je ne saurais récuser une telle intelligence. Ok, d'accord. Abdraman Keïta sur la gouvernance actuelle. Sur la gouvernance, en plus, j'ai quand même des réserves par rapport à ça, quelques aspects de sa réponse. Il disait qu'il prétend, il défend qu'en termes d'intégrité territoriale, il y a des acquis. Je ne sais pas, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut parler d'intégrité territoriale quand des pans entiers de notre territoire restent encore entre les mains d'anciens rebelles, tels qu'on les appelle, et que les représentations de l'État qui sont là-bas n'ont qu'une existence fictive dans ces endroits-là? C'est votre point de vue, si vous estimez que les présences sont fictives. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'en la faveur d'une mobilisation intérieure au Mali à partir de 2012 et de toute l'aide qui a été apportée par nos partenaires au niveau international, à commencer par la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, un certain nombre de dispositions internationales ont été prises afin de protéger le Mali dans ses frontières. Il vous souviendra que beaucoup de ceux qui ont ébranlé les fondements de notre République et de notre nation avaient pour projet la création d'un État. Je pense que là-dessus, nous quelque part une autonomie, pas forcément la création de l'État. Là-dessus, vous pourriez être d'accord qu'aujourd'hui, notre État existe dans ses frontières. Évidemment, la déstabilisation a été portée sur notre territoire. C'est clair et net. L'ennemi est sur notre territoire. Mais quand vous dites que notre État existe, en tout cas au niveau de ses frontières, la situation Kidal, qu'est-ce que vous ferez de la situation Kidal? Mais la situation, qu'est-ce que vous appelez la situation Kidal? Mais est-ce que notre administration, l'État est véritablement de retour à Kidal? Mais bien sûr que l'État est de retour à Kidal. L'État est de retour à Kidal, des représentants de l'État y sont. Il y a une partie de la il y a une représentation de l'État qui y est. Il y a des démembrements même techniques de l'État qui sont à Kidal. Nous sommes dans un processus où des éléments de l'armée retournent. Je sais que beaucoup de gens commentent cela en moquant ce qui est en train de se passer. Mais vous oubliez que nous sommes dans un processus. Quand on parle de processus de paix, il faut savoir que c'est un chemin qu'on parcourt. En une nuit, nous ne pouvons pas changer les paramètres de manière intégrale d'une situation qui a atteint le niveau de gravité que nous tous nous savons. Donc aujourd'hui, je prétends que l'État est de retour à Kidal. Mais est-ce que ce retour est totalement satisfaisant? Est-ce que ce retour comble toutes les attentes? Non. Mais nous sommes dans un processus. D'accord. Célia Dalmeida, première question sur cette gouvernance actuelle. Ce que le ministre Tiaman pense de la gouvernance actuelle. Oui, merci de votre invitation. Merci à Renouveau TV, monsieur le ministre. Merci de vous prêter à cet exercice. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit en vous entendant parler et suite à la question de Kaba, vous demandant si vous étiez satisfait. Bamako, le Mali, tout entier a vécu les derniers jours une hausse de température remarquable et remarquée. Quelle est votre appréciation de cela et est-ce que c'est un signal qui va dans le sens de ce que vous nous dites, notre démocratie va bien, la gouvernance se porte bien, ou est-ce que ça montre que
il y a encore beaucoup de remèdes à apporter au mal qui nous ronge. Madame, d'abord, je n'ai pas dit que j'étais satisfait. Il m'a demandé si je baissais la tête. J'ai dit que non. Et que nous ne sommes pas à l'heure du bilan pour l'instant. Il y a un travail qui se poursuit. Le bilan sera fait après. Il y a une profonde mauvaise humeur qui traverse le pays. Et à mon niveau, j'ai observé 3 phénomènes. Enfin, pas phénomènes, j'ai observé 3 causes. La première, c'est que nous sommes dans une crise sanitaire qui non seulement a fait peur, continue de faire peur, a obligé le gouvernement à prendre des décisions impopulaires, mais dont l'objectif était la protection des populations. Totalement impopulaire. Nous n'avons pas eu de confinement, parce que structurellement c'est difficile, mais il y a eu un couvre-feu qui, dans sa mise en œuvre et son observance, a provoqué un certain nombre d'incidents. Outre la peur de la maladie, l'angoisse du lendemain quant à la qualité de la vie pour les uns et les autres, psychologiquement, beaucoup étaient dans des situations de tension extrême. Puis, nous sommes en mars, avril et mai, périodes les plus chaudes de notre pays, et nous subissons depuis plusieurs années, depuis très très longtemps, une gestion difficile de notre production énergétique. Donc, rupture dans l'approvisionnement en énergie, les citoyens ont chaud, sont obligés d'être à l'intérieur des maisons qui souvent sont chaudes parce que nous avons adopté une construction en parpaing de ciment et en tôle qui sont très chaudes dans certains endroits de notre pays. Donc l'énervement arrive aussi de ce côté-là parce qu'il y a des coupures d'électricité, on se demande pourquoi, c'est injuste de nous garder dans les maisons pendant que, etc. Cela aussi a provoqué des chocs entre certains citoyens et les forces de maintien de l'ordre qui étaient chargées de veiller à l'application de ces mesures. Troisièmement, nous avons organisé les élections législatives, nous allons aborder tout de dont suite. les suites du deuxième tour. Déjà au premier tour, il y a eu un certain nombre d'incidents, et au second tour, là aussi, il y a eu un énervement généralisé. Donc ces 3 causes-là ont fait que à Bamako, à Sikasso, à Kayes, où sais-je encore, il y a eu un certain nombre de mouvements d'humeur et qui n'ont pas toujours été du goût, en tout cas, des lois de la République, d'un côté comme de l'autre. Ok, vous me prêtez la perche pour aborder la page élection législative déjà. Et des mémoires contemporaines, jamais un processus électoral n'a été autant décrié du début à la fin que les dernières élections législatives. La décision, monsieur le ministre, la décision du maintien des élections législatives dans le contexte de la propagation du Covid-19, vous, si vous étiez à la place du président de la République, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez tenir ces élections, maintenir ces élections contre vents et marées? Monsieur, d'abord, je ne me mettrai pas à la place du président de la République parce qu'il est bien à sa place et je suis bien à la mienne. La décision de tenir les élections a été soutenue par l'ensemble des forces politiques. Je crois qu'à l'exception du CENID et du MPR, si ma mémoire est... L'opposition aussi. Et ma mémoire... n'a pas participé. Ah bon? L'URD n'a pas participé aux élections? Ah, ils n'ont pas participé au DNI. Non, mais on parle des élections, Abdraman. On parle des élections, pas du dialogue national inclusif. Cette organisation a été soutenue par l'ensemble de la classe politique. Monsieur le ministre, sans vous couper la parole, est-ce qu'il n'y a pas à émettre un bémol à ce niveau? La responsabilité de la santé des Maliens n'incombe pas à l'ensemble de la classe politique, mais à un président de la République. Cher ami, vous m'avez posé la question de ma décision, si j'étais président de la République, ma décision par rapport à l'organisation des élections. Nous ne parlons pas encore de la santé. Dans le contexte du Covid-19, il faut contextualiser. Si à chaque fois que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, vous réagissez, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Je vais juste orienter en disant qu'en réalité, le processus a été enclenché bien avant cette situation-là, le Covid-19.
Donc il n'était pas étonnant que l'ensemble de la classe politique adhère. Monsieur Keïta. Okay. Mais quand il advient, après tout au long du processus, des circonstances qui peuvent faire... Si vous avez une question, qui peuvent faire jaser. Allez-y à la question. Monsieur Keïta fait les questions et les réponses en même temps. C'est un peu différent. Ça, c'est allez-y. Nous connaissons très bien son système. Ça. Il pose des questions et il me donne les réponses que je dois lui donner. Mais ce n'est pas comme ça. Le dialogue national inclusif a décidé de l'organisation des élections. C'est ça que vous voulez dire. Donc, si vous voulez que je le dise, c'est clair, tout le monde le sait. Et les dates ont été fixées. Malheureusement, nous avons rencontré malheur en chemin. Donc, le déclenchement de cette pandémie. Nous avons décidé de maintenir ces élections-là parce que la stabilité du Mali en dépendait. Vous comprenez? Dans notre situation, il faut savoir qu'un vide au niveau de l'Assemblée nationale ou une illégalité par trop prolongée nous préparait à des chocs que vous ne soupçonnez même pas. Monsieur le ministre, 3 mois ou 6 mois supplémentaires après 2 ans de report. Madame, justement, après 2 ans de report, il faut se hâter de régler cette affaire-là. Parce que si après 2 ans de report, la minute qui suit est porteuse de malheur, je puis vous dire que, comme on dit, en une partie, vous pourriez perdre le gain de 1000 parties. Ces élections ont été tenues. En fait, la théorie qui consiste à vouloir établir un lien entre la progression de la maladie et la tenue des élections, mais ne repose sur aucune base scientifique. Est-ce que nous pouvons prendre le taux de progression en termes de malades déclarés au Mali et dans un pays à peu près similaire, à population similaire, où il n'y a pas eu d'élection? Vous pouvez comparer. Et personne ne peut scientifiquement dire que la tenue des élections a été un facteur accélérant de l'épidémie. Personne ne peut démontrer le contraire. Voilà. Donc, nous sommes à égalité. S'il vous plaît, Abdraman Keïta, sur le maintien de ces élections dans le contexte du Covid-19. Pas seulement dans le contexte du Covid-19, pas dire du Covid-19. Le Covid-19 est venu un peu après, mais dans le contexte sécuritaire que nous connaissons aussi. Nous avons organisé les élections dans le contexte sécuritaire que nous connaissons. Et d'ailleurs, il me semble que l'acceptation de ces élections... Le Covid-19, quand même, c'était un nouvel élément. C'est un nouvel élément, mais en réalité, le processus même a été enclenché pendant qu'on était déjà dans un contexte sécuritaire qui a fini par rattraper le processus à la fin. Et si je me rappelle, vous-même, vous avez été alarmiste par rapport à cette histoire. En général, je ne le suis pas. Ah oui, mais vous l'avez été quand même par rapport aux résultats de Tenonkou. Après, on va analyser les résultats de Tenenkou. Par rapport aux résultats de Tenenkou, j'ai protesté, je n'ai pas été alarmiste. Nous allons en Pensez-vous qu'il fallait, dans un contexte où certains acteurs même principaux de cette élection, tels que Soumaïla Cissé, peuvent être enlevés de partout, où les acteurs ne pouvaient pas librement participer au processus électoral, les organiser? Non, M. Keïta, il ne faut quand même pas faire feu de tout bois et même de toute feuille. C'est une question. Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé. Que Dieu nous le ramène en bonne santé. Je vous réponds. On va lui donner la possibilité de répondre à la question. Non, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. C'est l'événement qui, à mon avis, cette année, sera le plus traumatisant pour l'ensemble des Maliens. Ça ne peut pas être un détail. Cela dit, Soumaïla Cissé, que Dieu nous le ramène en bonne santé et rapidement, est président de l'URD. L'URD a participé aux élections. Que dites-vous de cela? Pourquoi moi vous me faites un procès d'avoir participé à des élections ou d'avoir accepté leur tenue? Parce que mon aîné, mon oncle Soumaïla est détenu pendant que son propre parti participe aux élections. C'est quand même un raisonnement qui ne tient pas beaucoup. Le contexte sécuritaire. Nous sommes dans une descente aux enfers en termes de sécurité au Mali depuis le 23 mai 2006. Depuis le 23 mai 2006. Vous vous souvenez de l'attaque du 23 mai 2006? Le jour où le président de la République, Amadou Toumani Touré, en visite en première région, s'est adressé aux Maliens à partir de Djema.
Moi, je m'en souviens parfaitement. Et c'est depuis là que notre descente aux enfers a commencé. Je suis un ancien ministre de l'administration territoriale. Bon, et je vous en prie. Si c'est ça, je vous en prie. Notre descente aux enfers a commencé depuis 90. Je vous en prie. Oui, si vous voulez. Si vous voulez, mais permettez-moi de terminer. Permettez-moi de conclure. Je vous dis qu'à chaque fois que vous donnez une réponse qui n'arrange pas Keïta, il vous interrompt. Il est comme ça, je le connais bien. Alors, je vous dis que cette descente aux enfers a commencé il y a longtemps. Moi, du temps où j'ai été ministre de l'administration territoriale, on m'a opposé le même paramètre sécuritaire. J'ai dit, mais ce n'est pas parce que sur une partie du territoire, nous sommes déstabilisés que nous allons décider de nous asseoir sur notre agenda républicain. Il faut organiser les élections là où cela peut être organisé. Là où nous avons des difficultés, nous aurons le loisir de recommencer. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une insécurité que nous allons mettre la République entre parenthèses, parce que en plus de l'insécurité, j'ai envie de dire militaire ou paramilitaire, s'ajouteront d'autres insécurités de type politique qui pourront être des ferments à des phénomènes qui deviendraient des espèces d'adjuvants terribles à notre situation. Même la crise sanitaire, aujourd'hui, est une question de sécurité. C'est même une question de défense nationale. D'accord. C'est lié sur ce même chapitre du contexte du maintien des élections malgré le Covid-19. Je me demande, est-ce que nous ne sommes pas en train, Monsieur le Ministre, de nous dire, un peu comme on nous dit maintenant pour le Covid, que nous allons vivre avec l'insécurité, avec des délais constitutionnels qui ne sont pas respectés, avec des principes démocratiques avec lesquels on jongle un peu. Est-ce que finalement nous sommes dans une situation où nous sommes en train de dire, bon, étant donné que ce n'est pas normal, bon, ben, on s'en accommode et on avance? Non, on ne vit pas. Quand vous dites on vit avec, quand vous dites on s'accommode, c'est comme si nous pratiquions la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ce n'est pas du tout ça. Mais est-ce que nous allons décider que, parce que nous sommes dans une situation d'insécurité aiguë, il va falloir prendre des décisions qui empêcheraient tel exercice du droit individuel ou tel autre exercice des droits collectifs? Non. Nous savons que sur tel aspect de notre vie nationale, nous avons une difficulté majeure. Il faut tenir compte de la difficulté, la traiter, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Quand vous voyez tous les jours des soldats maliens qui tombent, qui sautent sur des mines, des soldats de la MINUSMA qui meurent, qui sautent sur des mines, c'est bien qu'il y a une réaction. Il y a une réaction. Il y a une guerre qui est conduite contre cette insécurité-là. Mais pendant que nous menons cette guerre-là, il faut faire tourner l'économie, il faut que l'école fonctionne, il faut faire tourner les structures de santé, il faut payer des salaires, il faut faire des investissements pour compléter pour combler notre déficit de production d'énergie, il faut faire des routes pour que les Maliens puissent aller et venir là où c'est encore possible. Et vous savez, même en zone de guerre, il y a eu des investissements pour faire des routes dans la région de Tombouctou. L'attaque de Soumpi, où du matériel important a été détruit, je crois que c'était en 2017. J'étais ministre de l'administration territoriale. C'est que le Mali et ses partenaires s'étaient engagés à construire une route essentielle là-bas, malgré ce contexte-là. Donc, on ne peut pas nous dire que nous regardons ça un peu comme des spectateurs béats ou contemplatifs qui voient les choses se faire. Ok, oui, effectivement, elle a touché du doigt vraiment une question qui m'intéresse. Pour combien de temps pensez-vous que nous allons continuer à vivre dans cette situation d'exception? Keïta, la guerre contre le terrorisme est longue. Ce n'est pas une guerre. Puisque la démocratie est quand même entre parenthèses depuis. Ce n'est pas une guerre. Des exceptions et des dérogations à la loi. Pour gagner en temps, on va laisser. Oui, je vous dis que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui est totalement. Maintenant, ce n'est plus tellement nouveau parce que ça fait quand même quelques années. Mais songez qu'une armée, on la construit de manière à ce qu'elle puisse faire face à l'ennemi extérieur. La notion de territoire, le fait qu'on lève les troupes sur son territoire, qu'on les entretienne avec les ressources sécrétées à l'intérieur du territoire, a pour objectif de protéger le territoire et ceux qui sont à l'intérieur du territoire d'un ennemi qui viendrait d'ailleurs. Aujourd'hui, le terrorisme produit, et la radicalisation produit nos ennemis sur notre territoire. Mais mieux que ça encore, l'ennemi est souvent produit dans nos maisons.
Et donc, c'est une situation nouvelle qui est extrêmement difficile à traiter. Le soldat qui fait face à une présence terroriste dans son pays, sur son territoire, est souvent confronté à son frère, entre guillemets. Et donc, psychologiquement, c'est une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que ces guerres sont longues. Elles sont longues et il faut accepter qu'elles soient longues, se préparer à vivre cela sans pour autant renoncer à ce qui fait notre essence en tant que nation et notre essence en tant que république. Monsieur le ministre, des résultats proclamés par le ministère de l'administration territoriale à ceux de la Cour constitutionnelle, les contestations n'ont pas tari. Qu'est-ce que vous pensez de la crédibilité des résultats de ces dernières élections législatives? Cher ami, moi-même, je fais partie des contestataires. J'ai contesté les résultats de Mopti, j'ai contesté les résultats de Ténenkoum. Je crois que j'aurais pu en contester d'autres, mais je me suis abstenu parce que je n'avais pas tous les éléments. Parce que, comme Mao disait, c'est le président Alpha Condé qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Alors, pour Mopti et Ténenkoum, j'ai fait des enquêtes, j'ai des éléments qui m'amènent à établir que dans ces deux circonscriptions, nous avons gagné les élections. Et les résultats qui ont été proclamés nous ont fait perdre 3 sièges. Autrement, on a volé vos résultats? L'UDD aurait siégé à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec 7 députés. Oui, on m'a volé mes résultats. Alors, nous avons protesté dès le premier tour en disant à Mopti, à Dialoubé, Soy, Koubaï et la quatrième commune m'échappe, veuillez me pardonner. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection, mais des voix ont été fabriquées. Au second tour, la même chose s'est produite. Et ce sont 16 500 voix, à peu près, qui ont été fabriquées, donc dans une complicité entre l'administration et nos adversaires. Faire passer cette liste que nous avons battue. Nous les avons battues dans 91% des communes, des quartiers de la commune urbaine de Mopti. Mais malgré ça, nous avons perdu. Ténèbres, pareil. Nous avons gagné avec 96 voix de différence. Et dans 2 villages, un dans la commune de Sougoulbé, l'autre dans la commune de Dia, donc à Ténéma et Dioboy, 500 voix ont été artificiellement fabriquées pour faire gagner la liste adversaire. Donc, nous avons protesté, nous avons fait des recours, mais le juge constitutionnel a réglé l'affaire. Donc aujourd'hui, nous avons dit à nos militants, il ne faut pas s'inscrire dans des actions qui vont à l'encontre des lois de la République. La violence et la dégradation des biens publics, il faut arrêter ça. Nous avons adressé un message clair à nos militants, en tout cas tous ceux qui sont proches de nous, vous devez respecter la loi. Et je vous dis au passage d'ailleurs que je suis très heureux parce que au premier tour, quand nous avons prouvé que ce forfait avait été accompli, mais les services judiciaires s'en sont saisis. Et il y a eu une condamnation à 3 ans de prison ferme concernant 2 individus qui avaient fait ça au premier tour. Mais malgré ça, au second tour, il y a eu pire. Célia Dalmeida sur les contestations des résultats. Monsieur le ministre, vous venez de dire le juge constitutionnel a réglé la situation. Vraiment? Non, pas qu'il a réglé la situation. Il a parlé. Il a parlé, ça clôt. Parce qu'après lui, nous n'avons plus de recours. Nous n'avons plus de recours légal. Et donc les Maliens prennent la rue? Non, il ne faut pas prendre la rue. Il ne faut pas prendre la rue. Là, je m'exprime, les Maliens m'entendent. Ils m'entendent. Et je le leur dis. Chers Maliens, voilà ce qui s'est passé. Sachez-le. Il ne faut plus que ça se répète. Alors comment faire pour que ça ne se répète plus? Il faut réformer. Il faut réformer parce que, comme on dit dans un langage plutôt trivial, veuillez me pardonner, c'est l'occasion qui fait le larron. À partir de ce moment-là, il est urgent aujourd'hui de réformer. Réformer, 1, le mode de scrutin de l'élection des députés. Nous le demandons depuis le dialogue national inclusif. Il faut passer au scrutin proportionnel. 1. Deuxièmement, il faut interroger le rôle et l'efficacité de l'administration dans la gestion des opérations électorales.
En cela, je crois qu'il est urgent de mettre en place la fameuse agence de gestion des élections à laquelle nous avons pensé depuis plusieurs années. Troisièmement, quand on a interrogé le rôle de l'administration, il faut aussi interroger l'efficacité et l'intégrité des procédures qui vont devant le juge constitutionnel, afin que, pour l'avenir, nous puissions éviter ce genre de situation. Ok, Abdraman Keïta. Oui, monsieur le ministre, quand vous contestez des élections au stade de la compilation des résultats par l'administration, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même l'ancien ministre de l'administration qui le fait. Vous avez été à la même place, la tête de l'administration, peut-être dans des situations similaires, si je me rappelle bien, en 2016, c'était produite. Si je ne sais pas si je le dis avec des pincettes, si c'est vous qui avez organisé les partiels dans Songo, à Tessit à l'époque, c'était à peu près la même situation. On a fabriqué des élections, des résultats là où des élections n'étaient pas tenues. Vous ne pensez pas que c'est un peu, ça paraît un peu intriguant, un peu, vous voyez, paradoxal qu'un ministre, ancien ministre, contexte vraiment des résultats électoraux au stade de la compilation. Mais pourquoi? Pourquoi? Ministre, ce n'est pas une nature, c'est une fonction. Mais républicain et démocrate, ça c'est une nature. Alors, d'abord en 2016, souvenez-vous que le 3 septembre 2016, comme certains de vos journaux l'avaient indiqué, j'ai été défenestré du ministère de la Défense. Je suis revenu au gouvernement au mois d'avril 2017, après l'appel que m'a adressé le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, donc pour me confier le portefeuille de l'administration territoriale. Mais quand vous êtes ancien ministre, si des choses se passent qui ne se passent pas bien, votre dignité d'ancien ministre vous commande de signaler ce qui ne se passe pas bien. Et moi, je vous dis, et je ne suis pas le seul, je suis un parti de la majorité, souvenez-vous-en, et d'autres partis de la majorité ont fait les mêmes reproches. Donc, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et faisons en sorte que cela s'arrête. Pour que cela s'arrête, il faut réformer. Il faut réformer le mode de scrutin. Il faut interroger encore une fois et engager une réforme sur la base des réponses que nous obtiendrons par rapport à la gestion des opérations électorales et encore une fois, la prise en compte du contentieux électoral. C'est important de réformer et c'est en cela que nous pourrions avoir les moyens de protéger notre régime républicain et notre système démocratique de ce genre de situations qui peuvent créer des déstabilisations regrettables. Vous l'avez dit, pardon, vous l'avez dit en des termes quand même, en des termes très éloquents, tels que les fossoyeurs de la démocratie et de la République veulent imposer leur logique destructrice. Qui sont ces fossoyeurs? De qui est-ce que vous parliez? Et qui sont ces fossoyeurs? Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Ouais, mais comment? Non, ce qu'il faut vraiment, c'est pourquoi vous êtes obligé de le dire à demi-mot? Mais je ne le dis pas, moi je ne parle jamais à demi-mot. Je pense que tout ce que je dis là est très clair. Mais ce que je suis en train de vous dire, ceux qui s'engagent dans ce genre d'opération sont des fossoyeurs de notre démocratie. Monsieur le ministre, moi j'ai une question pour le chef de parti que vous êtes. La citoyenne que je suis a vu sur les réseaux sociaux, on a entendu parler, a vécu même des situations en étant sur le terrain, de l'achat de vote, l'achat de conscience, de la manipulation d'électeurs, etc. Est-ce que quelque part, le manque d'engagement de nos partis politiques dans la formation, dans l'éducation à la citoyenneté, dans la formation politique de leurs militants et de la population ne contribue pas aussi à laisser vivre ce système qui délabre, qui dégrade notre démocratie? Madame, moi je sais une chose, et ça j'en suis convaincu. Nous devons engager, c'est vrai, une réflexion profonde sur, c'est vrai, notre système électoral, je l'ai dit, mais aussi notre manière d'approcher la question électorale et démocratique. L'argent occupe une place inadmissible dans nos élections. Et si ça continue, vous savez, ceux qui ont le plus d'argent que tout le monde, ce sont les narcotrafiquants. Oui. Les narcotrafiquants, parce qu'ils gagnent de l'argent en faisant des choses que vous savez. Et si ça continue, un jour,
des aventuriers soutenus peut-être par des gens de cette engeance-là, peuvent se saisir du pouvoir d'État. Et vous savez, c'est arrivé dans certains pays que je ne citerai pas parce que je suis un peu un diplomate, donc je fais attention, mais il y a des pays dans notre sous-région qui ont été soumis à ce joug, qui ont été soumis à la loi des narcotrafiquants, parce qu'ils avaient pu mettre la main sur les décideurs politiques, les ont soutenus avec leur argent démoniaque et ont éliminé ceux qui se sont mis sur ont leur tenu route. des pays entiers. Oui. Et cela nous a valu nous-mêmes, qui sommes leurs voisins lointains ou proches, d'être déstabilisés. Ok. Monsieur le ministre, après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, la bataille au perchoir n'a pas aussi été un long fleuve tranquille. Entre les partisans de Mamadou Diarra et Moussa Tembine, les mots étaient forts. Comment vous avez suivi cette tractation pour le contrôle du perchoir? Je n'ai pas suivi la tractation parce que ce n'était pas mon problème. Mais vous êtes quand même de la majorité présidentielle. Oui, oui, mais vous parlez de candidats qui appartiennent à la formation qui a eu le plus d'élus. Mais est-ce que vous étiez étranger à ce débat? Totalement. Comment vous savez, comme on dit en Bambara, alors, moi, je suis président de l'UDD, membre de la majorité présidentielle, président de la RP, coalition de la majorité présidentielle, mais c'était un débat entre des candidats de la formation politique qui a engrangé le plus de sièges à l'issue de l'élection. Donc c'est un débat interne. C'est un débat interne. Et je savais que vous alliez me poser cette question parce que l'élection de Moussa Tembine fait beaucoup de bruit, mais de grâce. Ce président a été élu avec les voix des partis, des députés de son parti, du parti voisin, du parti cousin, du parti lointain. Vous voulez que je continue? C'est bon, c'est bon. Alors, mais c'est une affaire qui est terminée. Maintenant, il faut que lui, élu de cette manière-là... Mais avec des voix qui n'ont pas droit au chapitre. Ah non, qui ont droit au chapitre, vu qu'ils l'ont élu. Vu que c'est, pardon, elles l'ont élu. Si vous voulez continuer, alors, s'il vous plaît. Il faut que lui puisse conférer à cette élection qui a les allures d'un plébiscite tout le sens que ça comporte. Et faire son travail à la satisfaction du plus grand nombre, parce que l'extrême plus grand nombre l'aura élu. Okay. Donc, le RPM a tranché son débat, et le parti a présenté son candidat. Mais voilà, ceux qui étaient d'accord pour voter pour lui l'ont fait. Et fin de l'histoire. Okay. Celle qui commence maintenant, c'est une législature qui est extrêmement importante pour le Mali. Ok. Abdraman, sur les débats sur le choix du président de l'Assemblée nationale. Bon, moi je pense que ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le président de l'Assemblée nationale. On va revenir en profondeur, on est dans la méthode, dans une démarche méthodique. Bon, qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'homme? Parce qu'il est quand même, c'est un homme, c'est un personnage qui prête depuis son élection à beaucoup de polémiques. On voudrait savoir ce que vous, personnellement, en tant que majorité et présidentielle, et président d'un parti, président d'un regroupement, pensez de la personne du nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est toujours mauvais de ramener les choses aux personnes, mais comme vous insistez. Bon, parce que ce n'est pas n'importe quel kidam aussi qu'on prend pour mettre à la tête de l'Assemblée nationale. Merci. Là que, ouais, voilà. Donc vous donnez la réponse. Il n'est pas n'importe quel kidam. Oui. Alors, donc, Moussa Tembine est un cadre bien connu du RPM. Il était premier vice-président de l'Assemblée sortante. Beaucoup semblent l'oublier. Il était premier vice-président. Cela fait quand même un petit moment qu'il est à l'Assemblée nationale. Et il milite dans la même commune que vous aussi? Moi, je milite à Djema. Ah bon, oui, je suis né à Badalabougou en commune 5. J'y ai un peu milité, mais je suis membre de la section de Djema que j'ai dirigée pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu à cheval parce que je suis commissaire au conflit de la section 5. Okay. Bon, donc en ce sens, vous avez raison, pour une fois. Pour revenir au... Alors, pour une fois seulement. Oui, pour une fois. Donc, il est premier vice-président sortant. Donc, il a juste franchi la marche suivante. Donc, pourquoi faire tout ce foin de cette histoire-là?
attendons de voir Moussa Tembine à l'œuvre. Arrêtons de le juger avant même qu'il s'asseye dans son fauteuil de président. Il faut arrêter cela et lui donner la chance d'exprimer le talent qu'il a, la bonne volonté et la bonne foi qu'il pourra déployer pour aider cette législature-là à donner satisfaction aux Maliens. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Sa personne, nous avons de très très bonnes relations. C'est un cadet qui me respecte beaucoup, que je respecte tout autant. Et je suis convaincu qu'à travers les députés de l'UDD, et ceux de l'ARP, nous entretiendrons des relations qui, j'espère, seront bénéfiques pour la République. Célia, sur ce même sous-chapitre. Sur ce sous-chapitre, je pense qu'on en aura suffisamment parlé, qu'on va encore en reparler quelques jours avant le temps qu'il finisse ses premières apparitions publiques et qu'il prenne officiellement sa place au perchoir. Et on lui souhaite beaucoup de succès. Ce ne serait pas le plus grand mal pour le Mali. Et moi, ma question voudrait aller dans le sens de l'après. Okay. J'ai lu sur la manchette d'un journal que Moussa Tembine est donc le dauphin constitutionnel. Ça m'a fait tilt, mais c'est la réalité. Aussi, l'Assemblée nationale, normalement, est élue la même année que le président de la République. Celle-ci a 2 années de retard. Ça veut dire que le mandat en cours du président de la République finira 2 ans avant celui des députés. Comment est-ce que ça va se passer? C'est la profane politique et constitutionnelle qui pose la question. Je ne suis pas plus expert que vous, madame. Mais j'observe, que la Constitution du Mali ne prévoit pas de dauphinat constitutionnel. Ça, c'est réservé en général aux monarchies. Mais il est prévu un mécanisme qui veut qu'en cas de vacances de la présidence de la République, ou d'empêchement définitif, qu'il y ait un dispositif de reprise en main de l'institution présidentielle dans un certain délai pour que puisse être organisée en 40 jours une élection qui donnerait un nouveau président. Combler la vacance. C'est tout. Un dauphin constitutionnel, je ne sais pas. Vous savez, on dit comme je vous dis, ça m'a fait tilt. Oui, le tilt, je le valide. Alors aujourd'hui, les députés ont un mandat de 5 ans. Le fait qu'il n'y ait pas de coïncidence entre le début du mandat du président de la République et celui des députés, en fait, ne concerne pas le président, ça concerne l'Assemblée. Parce que le prochain président peut dissoudre l'Assemblée nationale, organiser les élections. Même le président actuel peut dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, je ne pense pas qu'il dissoudra. Je ne pense pas qu'il dissolve l'Assemblée qu'il a. C'est d'ailleurs même dans le pipe. On sait que cette Assemblée n'a pas 5 ans. Ok. Monsieur le Président, si on doit vraiment respecter la logique des réformes institutionnelles telles qu'édictées par le dialogue national inclusif, vraiment, normalement, cette Assemblée-là ne doit pas avoir le quinquennat. Monsieur le Président, non, on verra. Comment l'UDD se positionne par rapport aux différentes contingences au sein de l'actuelle Assemblée nationale? C'est-à-dire, ça c'est une question. Je vais aller au-delà. Les tractations quand même sont en cours pour la composition des différents groupes parlementaires. On vous annonce du côté du MPM de Adi Niangado déjà. Mais ils sont déjà, c'est l'ARP. Mais vraiment, chers amis, il faut que vous soyez assidus dans l'observation. Le MPM est un parti membre de l'ARP. C'est un parti membre de l'ARP. Donc on ne m'annonce pas du côté de Adi Niangado. Nous sommes ensemble. Le MPM est membre de l'ARP. Donc forcément, il y aura un groupe parlementaire qui va réunir le MPM et l'UDD à l'Assemblée nationale. Ceux qui se posent la question, il faut rapidement qu'ils se réveillent. Et je puis vous dire aujourd'hui que ce groupe parlementaire va exister et il y a un certain nombre de partis politiques dont les députés vont nous rejoindre. Je crois que si les informations qui me parviennent sont confirmées, nous disposerions d'un groupe d'à peu près 20 députés à l'Assemblée nationale. Présidé par l'UDD, hein? Ça, je ne sais pas. Les députés décident
ne me mettez pas en mal avec les députés. Ce n'est pas le président de l'UDD ni celui de l'ARP qui décide. Quelles pourraient être vos prétentions en tant que groupe composé de 20 députés, non seulement pour les futures instances parlementaires qui seront mises en place, mais aussi pour ce qui est du nouveau gouvernement? Moi, j'ai donné des instructions, des orientations, je devrais dire, assez claires à mes camarades qui sont à l'Assemblée nationale. C'est de faire en sorte de jouer un rôle important et se donner les moyens de jouer ce rôle important. Se battre pour obtenir des postes au sein de l'Assemblée nationale, non seulement dans le bureau de l'Assemblée, mais aussi les différentes fonctions qui font qu'un député, en plus de son rôle de législateur, contribue à un niveau supplémentaire à l'international, dans des commissions, etc. Donc, je leur ai dit de tout faire pour se battre de manière à contribuer de manière qualitative et importante. Maintenant, le gouvernement, parce que je savais que vous alliez atterrir là. Le gouvernement, c'est l'affaire. C'est l'affaire, mais vous l'avez dit. Vous réclamez déjà un gouvernement d'union nationale. C'est l'affaire du président de la République. Le président de la République désigne son Premier ministre, à qui il confie mission de former un gouvernement. Moi, j'ai dit que dans le contexte actuel, il est nécessaire qu'un gouvernement d'union nationale soit envisagé. En fait, je le dis depuis 2018. Depuis 2018, je ne dis que ça. Mais qui va respecter la taille annoncée proposée par le dialogue national inclusif. Parce que vous savez, cher ami, les problèmes du Mali ne sont pas techniques. Ils sont politiques. Ils sont essentiellement politiques. Donc, il faut que le président se donne toutes les chances de faire participer l'ensemble des forces et que lui demeure le président que notre Constitution nous donne, le garant de notre unité nationale. Et faire travailler les forces autour de lui afin que les réformes se fassent. Mais nous ne demandons pas, nous, en disant il nous faut 3 bonbons, 5 mangues. Non, on n'est pas là. Mais est-ce que vous êtes preneur d'un gouvernement resserré? Oui, il faut resserrer le gouvernement. Il faut arrêter d'avoir... moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le président, quand vous dites un gouvernement, c'est une affaire du président de la République. Ok, on va laisser Célia. C'est aussi une affaire de représentation nationale. Puisqu'un président de la République, il est temps d'arrêter avec ce système qui consiste à donner l'ensemble des cartes à un président de la République, nommer sans respect pour les représentativités au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, je suis un peu... je ne voudrais pas l'entendre en la bouche du démocrate que vous êtes. Keïta, je parle de ce que la Constitution dit. Je ne dis rien d'autre. Okay. Lisez l'article qui on va laisser Célia les poser prérogatives du président. La dernière question me dit que le temps imparti est pratiquement... Moi, je voudrais ramener, monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, chef de parti, mouvance présidentielle. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez donné des directives à vos camarades, des orientations à vos camarades, et donc qui vont, j'imagine, s'élargir à ce groupe parlementaire qui est en train d'être formé, d'avoir un poids au sein de l'Assemblée. Le citoyen lambda que je suis voit de loin et critique beaucoup nos députés dans le sens qu'ils ne sont pas très proches, qu'ils ne remontent pas réellement nos vraies préoccupations. Quels sont les axes de travail? Quels sont, par exemple, des projets de loi ou des sujets de préoccupation sur lesquels vous souhaiteriez travailler et faire travailler l'Assemblée nationale au cours de cette mandature législative? Vous auriez dû organiser une émission pour ça, parce que ça, c'est très long. Vous faites une émission d'1 heure et vous voulez que nous allions en profondeur. On reviendra. Je suis prêt à revenir. Je vous avais déjà dit que je suis preneur d'une émission consacrée à l'économie. Et si vous voulez, je suis preneur d'une émission consacrée uniquement aux priorités qui peuvent être celles de cette 6e législature. Rapidement. Il y a des réformes institutionnelles et politiques, Timbiné n'arrête pas de le dire depuis plusieurs jours. Il faut aujourd'hui que la réorganisation territoriale de notre pays fasse l'objet d'une prise en charge rapide. Il faut aujourd'hui que la question, je vous ai parlé du mode de scrutin, mais la question même de la prise en charge des élections fasse l'objet d'une nouvelle législation. Les questions d'éducation, la carte sanitaire, la carte judiciaire, la préparation au Mali
à devenir une économie moderne, parce que nous sommes une économie archaïque, une économie moderne. La préparation à l'industrialisation de notre territoire. La question... Pas archaïque, mais informel, mais pas archaïque. Moi, je prétends que c'est une économie archaïque, parce que nous dépendons encore de nos productions coton et or. Oui. Nous dépendons de ça, qui représente plus de 80% de nos exportations. C'est archaïque. Alors, comment transformer la mangue? Comment transformer le coton? Comment transformer l'échalote? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions produire du fil? Comment faire en sorte que les industries oléagineuses repartent, mais celles de qualité dans notre pays? Il y a des dizaines de lois et de projets et de choses, mais comment la gomme arabique, comment produire de l'amidon à partir du maïs, etc., etc., etc. Comment industrialiser notre pays? Mais tout cela doit faire l'objet de législation légère, claire et digeste. Parce que aller faire des lois que personne ne comprend et que donc personne ne va appliquer, ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez, nous organiserons une émission rien que pour ça. Monsieur le Président, c'est la fin de cette émission. Déjà. Ce fut un plaisir de vous recevoir ici. Déjà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Notre invité était le président de l'UDD, M. Thiema Hubert Coulibaly, ancien ministre. Et pour l'interroger, à mes côtés, il y avait Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Le Témoin, Célia Dalmeida, journaliste indépendante. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro du Grand Jury. Merci. Merci.